Le regard de ce pharaon a vaincu l'oubli. Traversant les siècles, ce visage impassible a transmis le message d'une civilisation hantée par l'au-delà. Le sourire mystérieux de Toutankhamon nous laisse rêver aux richesses de l'Égypte antique. Mais ses yeux vides nous parlent de la mort. 1922, le monde pense encore les plaies d'une guerre aussi longue que cruelle. Les archéologues occidentaux reprennent les pistes de leurs explorations. En Égypte, soudain, la faible lueur d'une bougie troue une obscurité faite pour l'éternité. Le silence pesant d'une tombe est rompu. Pendant près de 5000 ans, nul n'était venu jusqu'ici. Howard Carter étonne le monde. Après des années de recherche infructueuses, il vient de mettre au jour, au cœur de la vallée des rois, un trésor vieux de 5000 ans. En Occident, la nouvelle éclate comme un coup de tonnerre, car la tombe du jeune pharaon recèle des merveilles qui marqueront à jamais l'esprit du grand public. L'Égypte devient le pays des mystères, la terre où l'humanité cherche les clés de son passé. Qui n'a pas rêvé des richesses exhumées en terre égyptienne? Qui n'est pas resté songeur dans l'ombre gigantesque des grandes pyramides? Aujourd'hui, tout semble avoir été découvert en Égypte. Des hordes de touristes l'envahissent au pas de course, fixant sur la pellicule tout ce dont leur mémoire ne peut se souvenir. Mais l'Égypte moderne nous offre cette vision étrange d'un monde décalé, abandonné entre passé et présent, où bien des mystères restent entiers. L'histoire de la civilisation dans cette partie du monde, c'est avant tout l'histoire d'un fleuve gigantesque, le Nil, dont le cours légendaire nous guide pour un fabuleux voyage dans le temps. L'Égypte est un don du Nil. Le ruban verdoyant de la vallée du Nil a toujours fasciné. Les explorateurs grecs, tout d'abord, habitués à voir couler les fleuves du nord vers le sud et qui voyaient en lui une force contrariée de la nature. Et quelle force! Son cours serpente sur plus de 6671 km. Rien ne semble pouvoir dompter sa puissance. 4000 ans avant notre ère, la vallée du Nil accueille les premiers groupes humains, des nomades, échappés des terres arides qui se sédentarisent dans des huttes de roseaux. Dès lors, une formidable expansion commence. Pendant plus de 2000 ans, les hommes vont faire surgir un empire des sables du désert. Mais quel rôle a réellement joué le fleuve dans l'implantation de cette société humaine? Si vous regardez une photo satellite du nord-est de l'Afrique et que vous voyez le million de kilomètres carrés qui correspond à l'Égypte, vous voyez très bien que le ruban vert de la vallée et le delta ne sont là que parce qu'il y a le fleuve le dessine. Et c'est évident que dans ce désert, c'est la partie la plus orientale du Sahara, dans ce désert, il n'y aurait rien s'il n'y avait pas l'eau. Donc le Nil est absolument la vie même de l'Égypte, c'est évident. Et les Égyptiens le transcrivait très bien, puisque quand vous avez des scènes de lustration, de purification,
où vous voyez, par exemple, le pharaon qui est purifié par 2 divinités qui l'encadrent et qui versent une aiguière, le flot de l'eau qui tombe en se croisant sur le corps du roi est fait de petits signes de vie qui se succèdent les uns aux autres, qui s'encastrent. L'eau, c'est la vie. Le cœur des montagnes d'Éthiopie accueille l'une des sources de cette vie. C'est là, à 2200 km du delta, que naît le Nil bleu. Ses eaux encore limpides s'étalent entre les cimes en un lac immense, presque une mer intérieure de 3500 km². Entre juin et septembre, les orages se déchaînent sur les hauts plateaux d'Éthiopie. L'eau dévale les pentes abruptes. Dès le premier mois, cette abondante mousson fait déborder le lac et le flot impétueux s'élance vers la plaine. Par-delà les chutes de Tississat, il mettra 1 mois complet pour traverser l'Éthiopie et le Soudan. Les eaux claires du lac Tana se transforment alors en une marée impitoyable dont les turpitudes nous révèlent la puissance. Sur des kilomètres, les eaux en furie arrachent à la montagne des pans entiers de limon. Certaines années, ce ne sont pas moins de 50 tonnes d'alluvions qui atteindront l'embouchure du fleuve. En juillet, lorsque la crue gigantesque atteint l'Égypte, le paysage se métamorphose. Le Nil se répand dans la plaine, avançant sur un front de plusieurs kilomètres de large. Son niveau est désormais plus élevé de 8 à 10 mètres. Pendant 4 mois, de juillet à octobre, le Nil envahit les terres arables et transforme les villages en îlots. Chaque année, à la même saison, le fleuve retrouve un lit gigantesque. En engloutissant la terre qu'il couvre à nouveau de sédiments, le Nil majestueux pousse les portes du désert. Les Égyptiens de l'Antiquité ont tenté de saisir la périodicité de ces crues. Ils ont essayé de percevoir leurs palpitations en construisant des nilomètres destinés à mesurer la montée des eaux. Peu à peu, le Nil a envahi leur existence. En observant le fleuve, ils ont vite compris qu'ils ne pourraient jamais maîtriser ces débordements. La crue, les semences, les récoltes allaient rythmer leur vie. Imaginons la stupeur de ces hommes voyant une étendue d'eau immense couvrir toute chose. Bien sûr, la crue était une source formidable de richesse et de prospérité. Mais le Nil revêtait aussi un caractère magique. Comment ces hommes et ces femmes voyaient-ils le cours d'eau? Quelle place occupait-il dans leur monde? Le Nil lui-même, étant donné qu'il est finalement la voie de communication de l'Égypte, cette présence souveraine de cette masse d'eau qui devenait une véritable mer pendant la crue, fait que
l'implication se retrouve un peu partout. Et en particulier, tout le rôle religieux est énorme. Les dieux se déplacent sur des barques. Le soleil se déplace dans la journée, il se déplace sur une barque, il se diurne, il se déplace le soir sur un île souterrain, sur une barque de la nuit, etc. Donc évidemment, l'image même du Nil a généré, on va dire, énormément de choses, y compris, par exemple, même les cosmogonies, la création du monde. Ils avaient sous les yeux, ils avaient chaque année cette immense étendue d'eau qui recouvrait tout et qui a donné cette très belle image de l'océan primordial. Paradoxe et beauté de la nature, le Nil souverain plonge dans une Égypte écrasée de chaleur. Mais le cours d'eau n'est pas un fléau. Il prodigue ses bienfaits tout au long de sa course. L'Égypte moderne a hérité de ce trésor naturel. Elle en tire encore des moyens de subsistance. Il y a 6000 ans, les bords du Nil voyaient naître un embryon d'agriculture. Le développement des techniques permit à la civilisation de se développer. La production s'intensifia. Les paysans égyptiens cultivaient l'orge, le blé et le lin. Ils produisaient du vin et de la bière dont ils raffolaient. Ils étaient chevriers et vachers. 3000 ans avant notre ère, la Haute et la Basse Égypte sont unifiées. Tous les paysans ont désormais une culture commune. Si les grandes villes n'existent pas, l'art de la céramique et la présence de grands centres cérémoniels prouvent l'émergence d'un pouvoir central. Des milliers de petits villages s'éparpillent dans la vallée. À la même époque, le verbe devient mot et le mot est gravé dans la pierre en longues litanies. L'écriture naît avec le culte, puis elle se répand au gré des échanges commerciaux le long du fleuve, route naturelle des hommes et des marchandises. Il y a 4500 ans, aux portes du désert, s'élevaient les premières tombes royales. Ce ne sont tout d'abord que d'imposants mastabas de pierre. Le silence des dunes les isole du monde. Les souverains y reposent en paix, entourés de richesses. Ces signes d'opulence terrestre révèlent à eux seuls l'angoisse des vivants. Tout un peuple se met en quête de l'immortalité. Il y a 4500 ans, Pharaon devient le fils de Ré. Il peut s'enorgueillir de cette parenté solaire. Son pouvoir est immense. Il règne sur un peuple de près de 2 millions d'âmes. Sa dernière demeure s'élance vers la voûte céleste. Elle côtoie le soleil et symbolise la perfection. C'est l'âge d'or de l'Égypte antique. On imagine mal la stupéfaction des premiers explorateurs. Ces savants qui accompagnaient, en 1798, l'expédition d'un général de 29 ans, Bonaparte, découvrant pour l'Occident ces monuments fabuleux au milieu d'un pays en guerre. Le soir, sous les tentes, autour des feux, les questions fusaient. Mais qui avait donc pu construire ces pyramides immenses? À quoi servaient-elles? Et surtout, que renfermaient-elles? Autant d'interrogations qui devaient obséder l'esprit de nos savants, pressés de surprendre les secrets d'une civilisation disparue. Engoncés dans leurs épais vêtements de laine à boutons dorés, les bottes aux pieds, de petits groupes d'hommes s'enfoncèrent dans la chaleur suffocante du plus grand des monuments. Des heures de progression les attendaient dans un labyrinthe immense.
À la seule lueur de leurs bougies, les géomètres, les architectes, les mathématiciens vont effectuer des relevés et résoudre les premières énigmes des pyramides d'Égypte. Les ingénieurs de l'expédition Bonaparte ont établi que la plus grande des 3 pyramides mesure à sa base 230 mètres de long. Sa hauteur équivaut à un immeuble de 40 étages, soit à peu près 147 mètres. La construction de ce mausolée répondait à des exigences techniques précises. Chaque angle fait exactement 90 degrés et chacune des 4 faces est précisément dirigée vers un point cardinal. Pour la bâtir, les anciens Égyptiens n'avaient pas seulement été architectes ou ingénieurs, ils avaient été d'excellents astronomes. Cette montagne de pierre, composée de 3 millions de blocs de plus de 2 tonnes et demie, repose sur un socle de granit taillé. Son centre recèle 2 chambres superposées et la légende veut que la plus grande soit celle du roi. Après 40 mètres de progression dans d'étroits corridors, les premiers explorateurs occidentaux atteignirent la grande galerie, une montée de 54 mètres, un escalier conçu pour des géants. Ici, les blocs de pierre taillés s'ajustent parfaitement, ne laissant place à aucun interstice. Au bout de cette allée se trouvait la chambre du roi et le sarcophage de granit dans lequel sa dépouille était censée avoir reposé. Mais les traces du passé se sont fondues dans l'obscurité. Nul écrit n'atteste qu'un quelconque trésor ait été découvert en ce lieu. Pourtant, on imagine la magnificence des pièces qui devaient accompagner Pharaon dans sa dernière demeure. La montagne de pierre, vierge de toute ornementation, n'a rien livré aux usurpateurs que nous sommes. Pendant longtemps, on ignora l'existence, juste au-dessus de la tête des visiteurs, du tombeau royal, de chambres de décharge supportant le poids des tonnes de pierres qui surplombent la salle du tombeau. Le mode de construction de cette pièce laisse songeur. Les Égyptiens ont employé des blocs d'un seul tenant. Ils mesurent 9 mètres de long et pèsent plusieurs tonnes. Dans l'imbroglio des graffitis laissés par les premiers visiteurs, des inscriptions rouges attirent l'œil. Là, au cœur même de la pyramide, les ouvriers, 2600 ans avant notre ère, ont laissé le nom de leur maître, celui qui fit bâtir le monument, Khéops, l'un des derniers souverains de la 3e dynastie. Les pyramides étaient-elles les maisons d'éternité des pharaons? Représentaient-elles l'escalier que le défunt devait emprunter pour rejoindre Ré, le dieu du soleil? Il y a 4600 ans, s'élevèrent en Égypte des pyramides immenses. Comment expliquer leur construction et qui étaient les hommes et les femmes qui réalisèrent cet exploit insensé? Cette image de la pyramide comme peut-être la perfection de ce qui a été peut-être justement l'âge d'or de la civilisation égyptienne
en tous les cas sur l'aspect pharaonique, parce que à ce moment-là, le pharaon est vraiment un dieu. Le pharaon est quelqu'un d'essence divine pour qui on a évidemment depuis longtemps perdu l'image d'un peuple d'esclaves sous le fouet qui construit la pyramide, comme on peut le voir dans certains films, y compris dans des films où d'ailleurs on vous montre des roues très belles alors que la roue n'arrive que pas mal de siècles après. La personne du roi était tabou. Toucher le roi même par inadvertance était passible de mort. Donc c'est le moment probablement où le pharaon est le plus pharaon de toutes des 3000 et quelques années, même certainement, des 3000 et quelques années de la civilisation égyptienne. Si les bâtisseurs des pyramides n'étaient pas des esclaves contraints par le fouet, les archéologues modernes ont longtemps cherché à percer le mystère de leur véritable identité. L'Égypte visitée par des millions de personnes n'a décidément pas fini de nous étonner. Elle joue avec nous et livre à sa convenance un peu de son vrai visage. 1991, un touriste en admiration devant le paysage tombe de cheval. En fait, la bête avait buté sur un muret de briques dont les restes émergent du sable. Aussitôt, les équipes d'archéologues accoururent sur les lieux de la découverte. Une fouille fébrile commence. Plusieurs dizaines de tombes sont mises au jour au pied des pyramides. Dirigés par Zahi Hawass, conservateur du site, ces travaux devaient modifier radicalement la conception de l'Égypte antique. Au milieu d'innombrables ossements gisaient des objets de la vie quotidienne. Parmi eux, des outils ayant sans nul doute servi à la construction des pyramides. Sous les pinceaux des archéologues, d'émouvantes reliques retrouvent la lumière du soleil. Ici, il y a près de 4600 ans, des hommes et des femmes souhaitaient à leur mort une vie rayonnante dans l'au-delà. C'est l'écho de leurs prières qui, soudain, se libère des sables. Ceci est la nouvelle tombe que nous avons trouvée. Elle est très intéressante car nous n'avions jamais de tombe comme celle-ci, sauf à Aswan et à Compt El Awa. Son style est très intéressant car c'est la première fois que nous apprenons quelque chose sur des gens du commun, les Égyptiens ordinaires qui bâtirent les pyramides. C'est pour cela que cette découverte est excitante car chaque os, chaque pierre nous apprend quelque chose sur les gens. Tous les jours, la fouille amène son lot de surprises. Depuis 1991, 600 sépultures et plus de 1000 squelettes ont été découverts ici. Le travail est immense, mais les archéologues ne sont pas pressés. Ils ne veulent rien perdre des messages du passé et, peut-être par respect, préservent le silence solennel de ce champ de tombes. Très vite, la fouille s'avère être miraculeuse car dans la pénombre de la nécropole, les ouvriers retrouvent les tombes des administrateurs, des grands fonctionnaires ou de simples travailleurs, ceux-là même qui construisirent la pyramide de Khéops. Mais que peuvent nous apprendre ces restes humains? Perdue dans ces vapeurs polluées, la ville du Caire ignore qu'en son sein se reconstitue patiemment l'histoire de l'humanité. C'est ici, au Centre national de recherche, que tous les ossements exhumés au pied des pyramides sont analysés.
Pour le professeur Eldin, tous ces ossements sont autant de preuves tangibles que les bâtisseurs des pyramides n'étaient pas des esclaves. Chaque crâne, chaque os lui permettent de reconstituer une existence. 4600 ans après le décès, des autopsies minutieuses retrouvent sur ces squelettes les traces d'opérations chirurgicales. La cicatrice peut très bien résulter d'une opération chirurgicale. Les trous étaient pratiqués dans le crâne afin de faciliter le traitement par les médecins. L'enquête traverse le temps. Des cellules cancéreuses cancrénaient ce crâne. Le chirurgien antique ne trouva d'autre solution que de les ôter. Patiemment, les anthropologues reconstituent les événements. Cet os du bras fut cassé en plusieurs endroits. Il porte encore aujourd'hui les stigmates d'un long travail de reconnexion. Le malade a dû non seulement porter une attelle, mais il a également subi une greffe destinée à ressouder les os brisés. L'utilisation des rayons X leur confirme ce qu'ils supposaient. Cet homme, il y a 5000 ans, a subi avec succès une opération chirurgicale longue et compliquée. On imagine cet ouvrier blessé par la chute d'un bloc, conduit vers les médecins pour y être soigné. Est-ce que de simples esclaves auraient fait l'objet de telles attentions ? Une découverte récente nous livre un nouvel élément. Les archéologues ont exhumé les corps d'une mère et de son jeune enfant. Au pied des pyramides, des artisans, des tailleurs de pierre, des maçons vivaient et mouraient à côté de leur œuvre. Nous n'étions pas étonnés de trouver des ossements d'hommes sur les sites de fouilles. Ceux de femmes et d'enfants nous ont surpris. Ce fut une opportunité incroyable pour étudier la répartition de la population qui vivait au pied des pyramides et comprendre de quel genre de société il s'agissait. Pendant plusieurs siècles, les historiens ont soutenu la théorie de l'esclavage pour expliquer les constructions monumentales de l'Égypte antique. Ils se sont trompés. Non seulement les ouvriers n'étaient pas des esclaves, mais tout un village s'étendait au pied des montagnes de pierre. Des familles entières, avec femmes et enfants, vivaient entre les dunes. Le village des ouvriers comptait des femmes et des enfants. Si les pyramides avaient été construites par des esclaves, nous n'aurions trouvé que des hommes sur le site de fouilles. Mais là, nous avons découvert que ces hommes vivaient en famille, qu'ils étaient libres. Ils n'étaient donc pas des esclaves, mais des ouvriers ordinaires issus du peuple égyptien. Les scientifiques du British Museum de Londres sont allés encore plus loin dans leur investigation. En reconstituant et en traduisant les textes de l'époque, ils ont réussi à retracer une partie du quotidien de ces hommes et de ces femmes. And the hieroglyphs line up beautifully. No, that's not to be on that one either, is it? No.
Au secret, dans les remises du musée, se cache un véritable trésor. Le sable d'Égypte a restitué récemment un document exceptionnel. Une plaque de pierre parfaitement plate où sont inscrits les noms de certains ouvriers. C'est un cahier d'appel, vieux de plus de 5000 ans. La date et la raison de chaque absence y sont notées jour après jour. Cette pierre est marquée des deux côtés. Elle contient le souvenir de 40 personnes. Je crois que ce genre de document est particulièrement intéressant, car il concerne la vie des gens du commun de l'Égypte antique. Le stylet du scribe a rempli les offices d'une administration pointilleuse. Il a soigneusement relevé, à l'encre noire, le nom de chacun des ouvriers. Au-dessous des patronymes, en noir, la date de l'absence, alors que les lettres rouges nous en délivrent la cause. La maladie représente près de la moitié des excuses. Ce document incomparable nous fait pénétrer dans le monde des Égyptiens antiques. « 2500 ans avant notre ère, le jeune ouvrier prénommé Séba a manqué plus de 7 jours de travail. Quelle raison a-t-il donc invoqué pour quitter l'immense chantier ? Dans le cas du travailleur prénommé Séba, dont le nom est inscrit là, au début de la ligne, il a été absent pendant 7 jours à cause d'une piqûre de scorpion. C'est un accident qui arrivait souvent dans les maisons du village. En effet, le village où les ouvriers vivaient était infesté de scorpions. Dans le cas du travailleur nommé Konsu, son nom est marqué là, il a été absent une première fois pour 1 jour parce qu'il a été malade. Puis, son cas est très intéressant car plus tard, il s'est rendu à une fête. Cela devait être une fête familiale ou personnelle, comme un anniversaire par exemple. Les ouvriers des pyramides invoquaient bien d'autres raisons. Passer a quitté le village des travailleurs car il a appris que son jeune fils était malade. Par le détail, nous comprenons la vie qu'avaient ces gens. On peut voir qu'ils étaient libres. Leur existence était assez plaisante à cette époque. Et ils possédaient des biens propres. C'était une société hiérarchisée. Le fait est certain. Les gens occupaient une certaine place, mais ils étaient beaucoup plus libres et plus égaux que d'autres dans certaines sociétés de l'époque. Sur la surface de la pierre, les noms nous renvoient les reflets du passé. Néphérab, en deuil, est parti embaumer son frère. La mort est inscrite partout comme un rudiment de l'existence. On arrive à ce paradoxe dans l'Égypte ancienne que ce qui paraît être leur obsession de la mort et qui en fait est celle de continuer la vie de l'autre côté, aboutit à cette chose donc paradoxale qui est que rien mieux que les tombes, le décor des tombes ou le mobilier des tombes ne parle mieux de la vie quotidienne. Le but n'est pas de la raconter, mais il est de mettre à la disposition des gens qui sont enterrés dans la tombe, de mettre précisément tout ce qui peut recréer, par la vertu créatrice de l'image ou de l'écrit, la vie qu'ils ont connue et qu'ils souhaitent continuer à connaître dans l'autre monde. Les tombes finement ornées des fonctionnaires de Pharaon nous parlent d'une Égypte qui n'existe plus. Le papyrus et le lotus y côtoient des animaux sacrés aujourd'hui disparus. Dans les champs, hommes et femmes sèment le blé à la volée. Ils engrangent les récoltes. L'explosion de couleurs des fresques s'inspire du bonheur de vivre des paysans égyptiens. Au centre de cette harmonie,
le Nil rythme l'existence naturelle, et les vendangeurs semblent déjà se réjouir de la qualité du raisin. Pour l'Égyptien de l'Antiquité, la famille est essentielle. Son image l'accompagne jusque dans la tombe. Ce père aimant part entouré par ses 2 filles. Aux portes d'une éternité qu'ils se bâtissent eux-mêmes, les sujets de Pharaon n'ont jamais été autant obsédés par la vie. L'obsession de la vie, on peut parler de ça, et ce qui aboutit à l'obsession à l'éternité, cette notion d'éternité qui semble absolument peut-être la composante la plus égyptienne de toute cette imaginaire que l'on a. Et cet aspect-là est vraiment obsessionnel, c'est-à-dire que quand vous voyez la moindre petite statuette représentant un couple de défunts, par exemple, qui est dédié par leur fils, avec une toute petite inscription, même s'il n'y a que 3 signes, l'inscription, ça sera fait par leur fils qui fait vivre leur nom. Parce que tout est axé dans ça, c'est-à-dire continuer de l'autre côté. Alors, ça, comme corollaire, vous avez aussi ce qu'on appelle le chant du harpiste, c'est-à-dire quelque chose qui vous invite à profiter de la vie, parce qu'après tout, personne n'est revenu vraiment de l'autre côté pour dire si ça continue vraiment. Et profite de la vie, passe une journée parfaite avec la femme que tu aimes assise à tes côtés, jusqu'au jour qui sera celui d'aborder, c'est-à-dire jusqu'au jour avec cette belle image d'amarrer la barque qui vous amène de l'autre côté, et qui est une belle métaphore pour désigner la mort. Et jusqu'à ce jour-là, profite de la vie, parce que bon, on va faire tout ce qu'on peut. On va représenter ce que tu as vécu. On va mettre toutes les offrandes nécessaires. On mettra toujours au moins schématiser 1000 pots de bière, 1000 pains, 1000 pièces de tissu, 1000, etc., 1000 têtes de bétail, 1000 pièces de viande. Mais tout ça, c'est très bien. Tout est mis dans la tombe. Mais fais un jour heureux. Passe une journée parfaite parce que personne n'est revenu. Pour accepter l'idée de la mort, les Égyptiens construisaient des tombeaux ressemblant à des maisons. Ils préservaient l'image d'un univers ensoleillé, rendant ainsi hommage à Ré, le dieu soleil. Pourtant, comment expliquer que des centaines de milliers d'hommes et de femmes acceptèrent de joindre leurs efforts pour bâtir un monument dont personne ne peut dire qu'il a été occupé? La pyramide désignait-elle le triomphe de l'existence sur le chaos originel, ou revêtait-elle une autre symbolique plus ésotérique encore? « 2500 ans avant Jésus-Christ, dans ce qui sera l'Europe, les populations de chasseurs vivent dans des huttes de bois au confort déplorable. À quelques milliers de kilomètres, à Gizeh, dans le désert égyptien, des centaines de milliers d'ouvriers commencent des travaux colossaux. L'Égypte est à son apogée. Ces marchands s'aventurent en Méditerranée. Leurs caravanes sillonnent les hauts plateaux, pénètrent au Soudan. Des comptoirs de commerce fleurissent le long des routes. Pharaon détient le pouvoir absolu. La pyramide est-elle le symbole de cette puissance sans égale? Alors que ses officiers avaient décidé de la gravir, le général Bonaparte calcula que les 3 monuments de Gizeh contenaient assez de pierres pour bâtir un mur de 3 mètres de haut et 30 cm de large autour de la France. Combien de temps ont duré ces chantiers immenses? Depuis plus de 200 ans, les hypothèses se multiplient, mais personne ne sait vraiment. Pourquoi des hommes libres ont-ils accepté cette œuvre harassante sous un soleil implacable? Les pyramides sont encore là pour nous narguer. Au crépuscule, elles tutoient le soleil et posent leur masse imposante sur l'horizon de nos interrogations. Ce dont on est sûr, c'est que pour amener jusqu'à elles la matière première, les Égyptiens devaient attendre la crue. Pendant 4 mois, de juillet à octobre,
les barques accostaient sur les confins du désert. À cette époque, la vallée entière n'était plus que de l'eau et les paysans attendaient qu'elle veuille bien se retirer. Pendant cette longue période d'inactivité, les fonctionnaires de Pharaon disposaient d'une main-d'œuvre innombrable. En fouillant dans les tombes, non loin des pyramides elles-mêmes, Zahi Hawass a compris comment étaient recrutés les bâtisseurs des pyramides. Voilà l'une de nos découvertes la plus récente. C'est la tombe de Kai. C'était un prêtre, et sa tombe est datée de la 4e dynastie, il y a 4600 ans. Les prêtres de Pharaon étaient des administrateurs hors pair. Sur les murs de la tombe de Kai, serviteur de Khéops, les paysans avancent en procession. Tout un peuple que les épitaphes gravées sur le tombeau du défunt nous décrivent précisément alors qu'il rejoint les chantiers de construction. Son épitaphe dit qu'il payait les ouvriers, qu'il leur payait de la bière et du pain pour qu'ils viennent ici. Et il nous dit qu'ils étaient très contents. Ils étaient satisfaits de ce paiement. On voit qu'il dit qu'ils étaient satisfaits. Les ouvriers avouent, en invoquant le nom de Dieu, combien ils sont heureux. En échange de leur travail, les Égyptiens recevaient de quoi subvenir à leurs besoins. Leur gratitude et leur dévotion pour le pharaon ne connaissaient aucune faille et la construction des pyramides relevait d'un contrat d'assistance mutuelle passé entre eux et leur souverain. La Gizeh moderne vient désormais mourir au pied des 3 pyramides. Le peuple s'est installé devant ce qui n'est plus que des tombes. Ces montagnes de pierre sont les témoins de l'organisation sociale de la civilisation égyptienne. Peut-on croire que la construction de ces monuments gigantesques n'ait été qu'un moyen d'occuper le peuple d'Égypte pendant 4 mois ? En fait, l'édification des pyramides revêt un autre symbole, beaucoup plus fort. Les pyramides étaient leur projet national. Elles les réunissaient, elles les unifiaient, tous ensemble. Le roi, les nobles, les officiels, les ouvriers, les paysans, tous ensemble, travaillaient pour aider le roi à devenir un dieu. C'est mon idée sur la construction des pyramides. C'était un projet national. La chose la plus importante dans l'esprit des Égyptiens, c'est que sans cette aide, le roi n'aurait jamais pu faire construire cette pyramide. C'est pour cela que la pyramide est le symbole de l'unification des 2 pays, de la Haute et de la Basse Égypte. Voilà donc une partie du voile levé. Pendant plus de 2000 ans, les Égyptiens ont uni leurs efforts pour concevoir et réaliser un projet commun, symbole de leur force et de leur unité. Des mastabas de pierre à l'ensemble de Gizeh, ce sont près d'une centaine de pyramides qui ont été édifiées en terre égyptienne. Ce sont les premiers monuments de pierre de l'histoire de l'humanité. Les Égyptiens bâtissaient ainsi un symbole de la puissance de leur nation au milieu de leur propre paysage. Dans ce paysage, la pyramide, résidence d'éternité du souverain, est dressée comme une goutte de lumière tombant vers les cieux. Dans l'histoire de la civilisation égyptienne,
le Nil a décidé de tout. Son courant nous raconte bien plus qu'une épopée. Il est la frontière entre la vie et la mort, le chemin qu'empruntent le soleil et les étoiles. Il est plus qu'un fleuve, un dieu, dont les volontés s'inscrivent dans la pierre. Le Nil indomptable est inséparable de l'Égypte antique. Pourtant, le Nil a été dompté. En 1961, sous l'impulsion du président Nasser, les travaux du barrage d'Assouan commencent. Ils dureront 10 ans. 10 années de labeur qui vont mettre fin au creux du fleuve. Le Nil n'est plus un dieu, il redevient un cours d'eau domestiqué et tranquille. Le Nil, comme les pyramides, a payé le tribut à la modernisation de l'Égypte. Pour maîtriser ses flots, les Égyptiens modernes ont dû renoncer à une partie de ses bienfaits. Désormais, la terre de la vallée n'est plus fertilisée par les sédiments arrachés aux montagnes d'Éthiopie. L'engrais a remplacé les crues. Qu'est-il advenu de l'héritage légué par les Égyptiens de l'Antiquité? Et que représentent aujourd'hui les pyramides? J'ai souvent eu le sentiment qu'actuellement, l'Égypte était parfois un peu coupée de son passé, qui n'était en fait qu'une fabuleuse ressource comme une autre. C'est-à-dire que les monuments, évidemment, attirent les gens et font du tourisme une des premières ressources de l'Égypte. Et ça, c'est quelque chose que, par exemple, Champollion, pionnier en tout, avait déjà très bien vu, parce que quand il quitte l'Égypte à la fin de son unique voyage en 1829, il laisse à Mohamed Ali une note sur la protection des monuments égyptiens. Il donne une liste des monuments qu'il faut sauver, etc. Et alors que le mot même n'existe pas encore, il voit très bien ce que sera le tourisme avec son aspect économique, c'est-à-dire venir dépenser ses devises. Et il le dit textuellement, il dit ça attirera des gens lettrés, etc., qui viendront enrichir leur pays de leurs dépenses. Cette masse de pierre, c'est probablement le symbole le plus évident, l'image la plus évidente que l'on a quand on prononce le nom de l'Égypte ancienne, avec quelques obélisques, sphinx, ou quelques mots comme ça, qui font à la fois fantasmer et rêver. L'Égypte antique a laissé la place à un pays cosmopolite, turc puis arabe, terre d'explorateurs. L'Égypte n'a pas fini de profiter de son héritage, car les sables du désert cachent encore bien des vestiges. Aujourd'hui, le Caire est devenu cette mégalopole qui s'étonne elle-même de son gigantisme. La ville s'étale désormais le long d'un fleuve sans surprise. Les Égyptiens modernes sont aussi des bâtisseurs. Il y a 4600 ans, les sujets de Pharaon nous ont laissé les preuves de leur prestige, de leur maîtrise technologique, de leur grandeur. Alliés du Nil, la civilisation égyptienne, en unissant des hommes et des femmes dans une communauté, a réalisé des constructions de géants.
porte du désert, 3 montagnes sacrées nous rappellent le fabuleux destin d'un peuple né sur les bords du Nil. Les pyramides demeurent le symbole, à travers les siècles, de notre peur de la mort. Elles se dressent vers les cieux comme des rayons de lumière tournés vers l'au-delà. En les regardant dominer l'univers, le promeneur sait qu'elles garderont toujours un secret, celui de la vie éternelle.